Commençons par une question qui peut sembler un peu absurde de prime abord. Vas-y, je t'écoute. Si la vérité est une force si puissante, si elle est universellement reconnue comme la clé pour avancer dans la vie, pourquoi la majorité des humains passent-ils leur temps à s'enfuir en courant dès qu'elle pointe le bout de son nez? Ah ouais, c'est vraiment le point de départ parfait. C'est un paradoxe absolu. C'est ça l'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va décortiquer un texte fascinant qui s'appelle le paradoxe de la vérité. Parce que on aime se penser comme des créatures profondément rationnelles, mais l'observation quotidienne prouve constamment l'inverse. Complètement. Il suffit de regarder les décisions complètement irrationnelles qui nous entourent tous les jours. Pourquoi des individus évitent de passer des examens médicaux alors qu'ils ont des symptômes évidents? Ouais, ou pourquoi rester embourbé pendant des années dans des relations que tout le monde sait pertinemment toxiques? Voilà, ou l'exemple classique de la carrière professionnelle. Des employés qui s'accrochent pendant des décennies à un poste qu'ils détestent secrètement, tout en se convainquant que, par magie, la situation va s'améliorer. Et ce qui est vraiment troublant dans l'analyse de ce document, c'est que ça montre l'intensité de la résistance. C'est pas juste un aveuglement passif, genre « oups, j'ai pas vu ». Les gens font pas que détourner le regard par flemme. Il y a une véritable lutte active, presque agressive contre la réalité. C'est la distinction fondamentale, en fait. L'évitement de la vérité, ça demande une énergie folle. On peut présenter à quelqu'un une montagne de preuves irréfutables, déployer une logique implacable, lui mettre littéralement les faits sous les yeux. Et la parade arrive instantanément. Ils vont dire un truc du genre oui, je comprends tes faits, mais moi, je ressens les choses différemment ». Exactement. Le fameux « oui, mais je le sens autrement ». C'est fascinant et, avouons-le, un peu exaspérant. C'est clair. Comme si le simple fait de ressentir une émotion agissait comme un bouclier magique capable d'annuler les lois de la logique. Mais bon, avant de juger, il faut admettre qu'on le fait tous à un moment ou à un autre. Et l'explication derrière ce mur de déni, elle est loin d'être un simple défaut de caractère. Ah, mais très loin de là. Je suis passionnée par ce sujet parce que ce comportement, aussi irrationnel qu'il paraisse en surface, il trouve ses racines dans un croisement fascinant entre la biologie évolutive, les neurosciences et la psychologie de l'ego. Et je suis persuadée que ceux qui nous écoutent vont avoir pas mal de moments de révélation aujourd'hui. C'est le but de ce décryptage. Mais pour comprendre pourquoi l'esprit humain repousse la vérité, il faut d'abord avaler une pilule un peu amère que nos sources mettent en avant. Notre cerveau n'a absolument jamais été conçu pour être un instrument de recherche de la vérité. C'est le grand choc évolutif. Le cerveau n'a pas été conçu pour trouver la vérité, mais pour assurer notre sécurité et notre confort. Mais attends, c'est totalement contre-intuitif. Si la vérité permet de comprendre notre environnement et d'éviter les dangers, pourquoi la sélection naturelle aurait privilégié l'illusion? D'un point de vue purement stratégique, percevoir la réalité avec exactitude, ça devrait être l'avantage compétitif ultime pour survivre, non? Ça nous semble logique aujourd'hui, dans notre monde moderne et hyper sécurisé. Mais il faut se replacer dans le contexte de nos ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années. L'évolution, elle fait pas de plan sur 30 ans, elle gère la survie jusqu'au lendemain matin. À l'époque, le cerveau humain a été forgé par une priorité absolue, maintenir la sécurité immédiate et la cohésion avec le groupe. Ah ouais, la fameuse dynamique de la tribu autour du feu de camp. Le groupe est la seule ligne de défense entre un individu et les prédateurs de la savane. C'est exactement ça. Imagine un membre de cette tribu préhistorique qui décide soudainement de remettre en question les croyances fondamentales du groupe ou de contester publiquement les décisions du chef parce qu'il a découvert une vérité différente. Il gagne pas une médaille pour son esprit critique, c'est sûr. Mais pas du tout. Il devient une menace pour la cohésion sociale. Et historiquement, s'opposer au groupe, ça entraînait l'exil. Un humain seul dans la nature préhistorique, c'est un humain mort. Donc le cerveau a encodé une règle de survie très simple en fait. La connexion au groupe est plus importante que l'exactitude des faits. L'instruction principale, c'est devenu de protéger les croyances, pas la vérité. C'est le cœur du problème. C'est ce qui explique que, même aujourd'hui, l'instinct de s'intégrer écrase si facilement le désir d'avoir raison. Et cela nous amène à une mécanique psychologique que le public connaît bien, le biais de confirmation. Le fameux biais. Voilà. On sait que le cerveau compile automatiquement les preuves qui valident ce qu'il croit déjà. Si une personne est persuadée d'être malchanceuse, son esprit va se transformer en un détective obsessionnel. Ouais, notant scrupuleusement chaque feu rouge ou chaque tasse de café renversée pour crier « Tu vois, j'avais raison !» Tout à fait. Et si on pense que quelqu'un ne nous aime pas, le cerveau va isoler chaque regard ou chaque silence pour confirmer cette idée. Ce filtre est constant et totalement inconscient.
Mais au-delà de la simple sélection d'informations, ce qui est frappant dans les sources qu'on analyse, c'est l'intensité de la réaction physique quand ce filtre est percé. Face à une vérité qui contredit frontalement une croyance, le cerveau ne traite pas ça comme une simple hypothèse à débattre. Il la catégorise instantanément comme une attaque. Une attaque littérale. Je trouve ça presque drôle et en même temps tragique de réaliser que notre cerveau traite une opinion divergente avec la même alarme physiologique qu'il utiliserait face à un lion ou un ours. C'est un truc de dingue. L'esprit réagit à une critique sur un choix de carrière ou à un fait politique dérangeant, comme si sa vie biologique était menacée. Ça explique tellement de choses sur pourquoi certains repas de famille dégénèrent à une vitesse fulgurante. Ah, les repas de famille, le terrain de jeu parfait pour observer ça. Et c'est là que l'ego entre en scène, en jouant le rôle d'accélérateur dans cette réaction de défense. Comment ça fonctionne exactement, cette histoire d'ego ? Pour bien saisir la mécanique, il faut voir l'ego non pas comme un simple excès de fierté, mais comme un récit. C'est l'histoire interne que l'on se raconte en permanence pour donner un sens à notre existence. Genre, je suis quelqu'un de compétent, mes choix sont justifiés, je suis du bon côté de l'histoire. C'est ça, c'est l'architecte de notre identité perçue. Et soudain, la réalité débarque sans frapper et vient fracasser ce beau récit. La vérité regarde l'ego dans les yeux et lui dit « Sur ce point précis, tu as complètement tort ». Et le problème, c'est que l'ego manque cruellement de nuances. Il n'entend pas juste « Tiens, tu as fait une petite erreur ». Il entend une condamnation à mort de sa propre valeur. Il traduit la correction par « je ne vaux rien ». Ce qui justifie cette défense acharnée. Les disputes éclatent, les arguments volent en tous les sens, mais au fond, ce n'est plus du tout un débat intellectuel. C'est une lutte de survie pour l'identité. C'est pour ça que jeter des faits à la figure de quelqu'un qui se sent attaqué, c'est totalement inefficace. Plus on assène de la logique, plus la personne s'accroche à ses illusions. Exactement. Et ça me fait penser à cette citation de Socrate mentionnée dans nos sources. La seule vraie sagesse est de savoir qu'on ne sait rien. Ah oui, avec une ironie mordante dans ce contexte. Quand on observe les dynamiques modernes sur les réseaux sociaux, c'est le triomphe absolu de l'inverse. Les gens se comportent comme des experts infaillibles sur des sujets hyper complexes. Une véritable épidémie de certitude. Et paradoxalement, ceux qui revendiquent cette certitude absolue, ceux qui n'ont jamais l'ombre d'un doute, ce sont très souvent ceux qui n'ont même pas effleuré la surface du problème. L'incertitude est un rempart très épais. Et ce rempart protège une zone bien spécifique, la fameuse zone de confort. Accepter une vérité nouvelle implique presque systématiquement un changement. Face à cette douleur, l'esprit déploie le déni. Le déni fonctionne ni plus ni moins comme un anesthésiant émotionnel. C'est comme s'injecter un antidouleur quand on a une jambe cassée. Ça répare pas l'os, ça guérit rien du tout. Mais ça engourdit la douleur assez longtemps pour continuer à boiter. Et visiblement, l'engourdissement est de loin l'option préférée par rapport à l'opération chirurgicale de la vérité. Le philosophe Nietzsche a parfaitement résumé ça. Oui, j'allais y venir. Il disait que les gens refusent parfois de voir la vérité parce qu'ils ne veulent pas voir leurs illusions détruites. L'illusion offre une forme de cocon protecteur. Commence la vraie croissance personnelle. Tout à fait. Mais même si une personne trouve le courage d'affronter cet inconfort, elle va se heurter à un autre mur gigantesque, la pression sociale. On en parlait avec la tribu préhistorique, mais ça c'est juste modernisé. Les humains restent des créatures profondément tribales. On a un besoin vital d'appartenance. Historiquement, les scientifiques ou les philosophes qui disaient la vérité ont souvent été rejetés, voire pire, parce qu'ils menaçaient les structures de pouvoir. Ce schéma est toujours actif. Aujourd'hui, l'accord social et la popularité écrasent quotidiennement l'exactitude. Il est beaucoup moins risqué de répéter une idée fausse mais approuvée par son cercle que de s'isoler en défendant un fait avéré mais impopulaire. Les gens préfèrent de loin dire ce qui est populaire plutôt que ce qui est vrai. Et pour comprendre cette victoire de la popularité, nos sources font un détour passionnant par les neurosciences. Il y a cette petite structure dans notre cerveau, l'amygdale. Notre alarme incendie interne. Le détecteur de menaces du cerveau. Et la faille de conception de cette alarme, c'est qu'elle fait aucune différence entre une menace purement physique et une menace psychologique. C'est ça qui est fascinant. L'amygdale s'active de la même manière face à un camion qui nous fonce dessus et face à un collègue qui remet en cause notre vision du monde. C'est le fameux mécanisme de lutte ou fuite, le fight or flight. Dès qu'une information ébranle une croyance, l'amygdale prend les commandes. Et là, on ne réfléchit plus du tout. Le cortex préfrontal est presque débranché. La réaction bascule totalement dans l'émotionnel. Les gens haussent le ton, deviennent agressifs ou se braquent. Pas parce que la vérité est fausse, mais juste parce que leur cerveau ne se sent pas en sécurité. L'agressivité dans un débat, finalement, c'est moins une preuve de conviction qu'une manifestation de la peur. C'est très bien résumé. Mais ce mécanisme d'évitement a des coûts cachés
terrifiant. Ignorer la vérité est confortable à très court terme, mais à long terme, c'est dévastateur. Ouais, les intérêts composés du déni sont terribles. Ignorer des problèmes de santé ne les fait pas disparaître, ça les aggrave. Ignorer les relevés bancaires creuse les dettes. Ignorer les blessures émotionnelles crée des traumatismes profonds. La philosophie bouddhiste utilise une métaphore puissante pour ça, celle du miroir. La vérité est un miroir brut. S'y regarder peut être très inconfortable, mais détruire le miroir n'améliore pas la situation. Sans le miroir, il est impossible de savoir ce qu'il faut réparer. L'enseignement bouddhiste souligne que la souffrance naît du refus persistant de voir la réalité telle qu'elle est. Exactement. Et il faut faire une distinction cruciale ici. Accepter la réalité ne signifie pas l'approuver. Voir avec clarté qu'une situation financière est catastrophique ne veut pas dire qu'on valide cette situation. Ça veut dire qu'on arrête de lutter contre l'existence même du problème pour gagner en clarté. Mais pour empêcher cette clarté, l'esprit a un dernier tour dans son sac. Un mensonge fondamental relevé dans nos documents, lié à notre perception du temps. La petite phrase que tout le monde se dit « je m'en occuperai plus tard ». La procrastination existentielle, l'illusion du temps infini. On rationalise en se disant que le moment n'est pas idéal. Mais les mois deviennent des années. Et ces années d'évitement se cristallisent en regrets indélébiles. C'est ce qui mène à cette question douloureuse à la fin d'une vie. Comment ma vie a-t-elle pu finir ainsi? La réponse, c'est souvent une longue accumulation de vérités ignorées au quotidien. C'est dur à entendre, mais tellement vrai. Du coup, face à ce tableau un peu sombre, un cerveau programmé pour l'illusion, un ego susceptible et un déni constant, on fait quoi? Faut-il baisser les bras? Heureusement, nos sources proposent des solutions concrètes pour déjouer ces biais et devenir un véritable chercheur de vérité. L'analyse de ces documents met en lumière 4 piliers fondamentaux pour inverser cette tendance naturelle. Je t'écoute pour le premier pilier. Le premier, c'est l'honnêteté radicale envers soi-même. Il s'agit de se poser les questions qui dérangent vraiment. Qu'est-ce que j'évite actuellement? Dans quel domaine est-ce que je me mens à moi-même? Cette introspection brutale est le seul point de départ possible. Ça demande un sacré courage. Le deuxième pilier est tout aussi redoutable. Il s'agit de séparer son ego de la réalité. C'est l'art de déconnecter sa propre valeur de ses opinions. Avoir tort n'est pas être stupide. Avoir tort, c'est le processus même de l'apprentissage. Les esprits les plus brillants changent d'avis constamment parce que leur compréhension évolue dès qu'une nouvelle information se présente. Ils ne s'enchaînent pas à une ancienne version d'eux-mêmes par fierté. Ce qui nous amène au troisième pilier qui est un affront total à notre cerveau préhistorique. La recherche active de preuves contradictoires. L'antidote ultime au biais de confirmation. Au lieu de chercher désespérément de quoi prouver qu'on a toujours eu raison, il faut chercher activement les arguments ou les données qui pourraient démontrer qu'on a tort. Ne pas chercher à avoir raison, mais chercher à trouver où l'on se trompe. C'est le raccourci ultime vers l'intelligence. C'est presque masochiste, mais tellement puissant. Et enfin, le quatrième pilier, le renforcement de la résilience émotionnelle. Parce que oui, la vérité blesse parfois. Elle met des coups à notre amour-propre. Une solide résilience, cultivée via des pratiques comme la méditation, l'écriture sans filtre ou des conversations très honnêtes, ça permet de créer un espace tampon. Un espace où l'esprit peut absorber le choc de la vérité sans s'effondrer et sans déclencher la panique de l'amygdale. Pour résumer toute cette dynamique, l'image finale donnée par les sources, et c'est magnifique, c'est la métaphore du grand navire, sur l'océan. Sur ce bateau, la vérité n'est pas la destination, c'est la boussole. Une boussole froide et impassible qui pointe vers le nord magnétique. Et parfois, la direction indiquée mène tout droit vers des tempêtes, des vents forts et un chemin vraiment difficile. Face à ça, il est tentant de jeter la boussole par-dessus bord pour naviguer dans les eaux calmes de nos illusions confortables. Mais ignorer la boussole, c'est dériver lentement et sûrement vers le désastre, vers les récifs cachés. La vérité ne rend pas le voyage facile, elle le rend exact. C'est vraiment la synthèse parfaite de notre exploration. La vérité n'est pas une ennemie, c'est la plus grande des alliées. Elle dissipe la confusion et montre exactement où s'améliorer. Ceux qui la fuient stagnent, et ceux qui l'embrassent gagnent en liberté. Tout le message central est là. La question n'est plus de savoir si la vérité est confortable, mais s'il faut choisir le confort temporaire ou la véritable transformation. C'est un choix qui redéfinit toute une vie. Et pour clore ce décryptage, j'aimerais soumettre à ceux qui nous écoutent une réflexion un peu provocatrice, une idée laissée en suspens par nos recherches.
Si notre cerveau est biologiquement programmé pour rejeter la vérité afin de rester intégré à la tribu, que se passe-t-il aujourd'hui à l'ère des algorithmes sociaux? Ah, la question des réseaux sociaux, c'est vertigineux. C'est clair. Aujourd'hui, chaque petite tribu virtuelle est amplifiée à l'extrême. On vit dans des chambres d'écho massives où nos propres illusions sont récompensées et applaudies en permanence. Dans ce contexte, la vérité risque-t-elle de devenir totalement obsolète pour la majorité? Ou bien, les chercheurs de vérité, ceux qui appliquent les 4 piliers, deviendront-ils la nouvelle super-tribu, celle qui possédera l'avantage adaptatif ultime dans un monde d'illusions générées à la chaîne? C'est une pensée à méditer pour quiconque souhaite reprendre fermement le contrôle de sa propre réalité. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de la vérité humaine.